Je m'appelle Raphaël Pitti. Je suis médecin, anesthésiste réanimateur. J'ai une longue carrière militaire. J'ai terminé cette carrière en 2004 militaire pour ensuite continuer dans une activité publique. Je suis professeur de médecine d'urgence et de catastrophe et ayant été militaire, j'ai donc été dans des situations de crise un peu partout dans le monde durant ces 15 dernières années, que ce soit la première guerre du Golfe, que ce soit la Yougoslavie, l'Afrique, le Liban et puis aussi en situation de catastrophe. Vous êtes avec nous par Zoom, donc bonsoir encore une fois et merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Docteur Pitti, vous êtes anesthésiste réanimateur, spécialiste en médecine de guerre. Vous l'avez prouvé, je crois, notamment au Tchad, pendant la guerre des Balkans, pendant la guerre du Golfe et bien sûr en Syrie. Vous y êtes intervenu de nombreuses fois depuis octobre 2012 et surtout pour former les praticiens à la médecine de guerre dont vous êtes spécialiste. Si je devais parler de tous vos accomplissements, toutes vos actions, je prendrais toute l'heure. Donc, je vais insister que quelques-unes ici, mais celles que peut-être on retiendra le plus facilement. Donc, vous êtes conseiller officiel pour de nombreuses institutions humanitaires. Ici, j'ai retenu le programme de rénovation du centre de secours de Bagdad. Vous êtes surtout connu comme un des administrateurs de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. Je sais qu'avec elle, vous avez aidé à la mise en place d'un programme de formation en médecine d'urgence. Il y en a beaucoup qui en bénéficient, les médecins, les étudiants, mais surtout les casques blancs. Un des plus connus, vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur ainsi qu'officier de l'Ordre national du mérite. Mais vous y avez renoncé, et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Vous êtes auteur du livre paru en 2018, Va où l'humanité te porte, au sous-titre explicite, Un médecin dans la guerre. C'est donc avec un très grand plaisir que Flore et moi, aidés par Antoine et Marie, on va discuter avec vous aujourd'hui de tout ça. Je commence avec la première question. D'abord, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Docteur Pitti, pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans le domaine, en quoi la médecine de guerre diffère-t-elle de la médecine classique? Non, la médecine de guerre s'intègre un peu d'une manière générale dans la médecine de catastrophe au sens général du terme, c'est-à-dire une situation spécifique qui amène surtout à des afflux de victimes et dans lequel le temps compte beaucoup pour sauver le maximum de gens. Ça ne veut pas dire du même coup sauver tout le monde, mais ça veut dire sauver le maximum de personnes. De ce fait, ça introduit la notion de triage, déterminer quels sont ceux que l'on va soigner de ceux qu'on va laisser mourir. Et vous voyez que c'est en même temps quelque chose qui va dépendre aussi des moyens que vous avez à votre disposition, les moyens d'évacuation que vous possédez, la situation de catastrophe, l'ampleur de la catastrophe elle-même, le nombre de victimes, etc. Est-ce que vous pouvez évacuer ou pas évacuer? Est-ce que vous avez des structures sanitaires derrière qui pourront prendre le relais des blessés que vous recevez? C'est assez spécifique, plutôt dans la façon logistique d'organiser les soins. Par rapport à la médecine générale ou la médecine d'urgence habituelle que l'on a dans nos hôpitaux 24 heures sur 24, où on est plutôt dans le tous pour un, alors que vous êtes là pour le un pour tous. Vous avez souvent une situation dégradée en termes de personnel, dégradée en termes de moyens, en termes de médicaments, etc. Il y a, avec la guerre, surajoute de surcroît la notion de danger aussi pour les sauveteurs, constante, permanente. Vous recevez, dans une situation de catastrophe comme un tremblement de terre, la situation est figée, c'est-à-dire elle est dans un lieu, à un moment donné, et vous allez pouvoir commencer qui sont les victimes de ce tremblement de terre. Dans la guerre, eh bien, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout si vous ne serez pas vous-même intégré dans les combats, etc., et qu'à un moment donné, eh bien, vous serez encerclé ou pas. Vous ne savez pas, vous recevez 5 blessés, vous commencez à les soigner, et puis d'un seul coup, vous en avez 20 qui arrivent derrière. Et donc, ça va complètement modifier votre organisation, ça va modifier votre triage aussi en fonction des moyens que vous avez. Et donc, vous avez mentionné plusieurs paramètres qui font personnellement, qui marquent de la médecine de guerre, cette incertitude, cette urgence.
danger. Une urgence qui est constante aussi, quand même. Le danger est constant, l'urgence est toujours là. Vous pensez avoir terminé, au même temps, vous dites ça y est, c'est le dernier, et voilà, vous en avez d'autres qui arrivent au même temps, de blessés, de victimes. Vous manquez de sang, il faut absolument trouver éventuellement des volontaires pour pouvoir prélever du sang immédiatement, etc. Vous voyez, la situation est constamment aléatoire. Elle est à géométrie variable en fonction de votre situation. Et elle impose bien évidemment la mise en place de protocoles. C'est une médecine de protocole, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'application de techniques qui ont fait leurs preuves et on va les mettre en application, ces techniques. Alors, c'est le propre de la médecine d'urgence, c'est-à-dire dans un premier temps, le but est de mettre en situation de survie les patients et le traitement est dans le deuxième temps. C'est-à-dire, on est dans ce qu'on appelle le contrôle des dommages, le damage control, disent les anglo-saxons. On contrôle les dommages. Une fois que les dommages sont contrôlés, que le patient est stabilisé, quand on aura fait tout ça, ensuite on commencera le traitement véritablement. Et on ne fait pas le traitement dans un premier temps. On fait ça en 2 temps. Vous avez parlé de la notion de triage un peu plus tôt. Moi, ça me marque particulièrement. Ça doit être dur moralement de choisir entre ceux qu'on soigne et ceux qu'on doit sacrifier. Comment vous tenez le coup, en fait? Alors, tout va compter sur l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation que l'on va faire. Bien évidemment, et sur les moyens dont vous disposez. C'est évident que le triage ne peut pas être laissé à un jeune médecin qui arrive et à qui on va dire tu tries les malades. Tu tries en catégorie extrême urgence, urgence différée, urgence relative, etc. Il faut quelqu'un d'expérimenté. Il faut quelqu'un qui ait en même temps la capacité de connaître sur le plan chirurgical la durée des interventions, le temps que va prendre une intervention chirurgicale. Il faut en même temps qu'il soit réanimateur. Si je le réanime, est-ce que j'ai une chance ou pas de le sortir? Et enfin, il faut qu'il soit un peu aussi logisticien, c'est-à-dire de quels sont les moyens que ce blessé va me demander. Vous voyez, ça n'est pas du tout quelque chose que l'on peut confier à n'importe quel médecin, le triage. Il faut vraiment que ce soit un médecin d'expérience, capable justement d'avoir ces 3 chapeaux. Il est chirurgien, il est réanimateur et il est logisticien. Et c'est à partir de là qu'il va décider si on met en différé ou pas un patient. Et vous êtes formateur en médecine d'urgence et c'est exactement le genre de choses finalement que vous êtes obligé d'apprendre sur le tas à des jeunes infirmières qui viennent tout juste d'être diplômées, j'imagine. Comment ça se passe exactement, ces formations? À qui vous les prodiguez? Est-ce que ce sont les civils parfois qui s'engagent? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, si on est là, c'est tout à fait une expérience particulière pour moi. La Syrie a été une expérience très particulière parce que nous étions dans la guerre et qu'il fallait former les gens dans la guerre. Généralement, on forme les gens avant la guerre, avant la catastrophe. Et les gens sont préparés à être formés. Ils sont formés à la situation de catastrophe. Et après, quand la catastrophe arrive, ils s'y impliquent. Là, c'était tout à fait différent. On se retrouvait devant une situation, en 2012, quand je suis rentré, les gens étaient confrontés directement à la guerre, ils n'avaient jamais été formés avant, et c'est ça qui m'a amené justement à penser que si je pouvais aider mes collègues et les personnels soignants, c'est bien en les formant parce qu'ils ne savaient pas et qu'ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, de la médecine de guerre. Et donc, l'idée, c'était justement de les mettre, d'avoir une formation qui soit basée sur des algorithmes. C'est-à-dire, on ne se pose pas de questions. On est dans un algorithme à partir de l'évaluation. L'évaluation, elle porte sur d'abord l'état de conscience du malade, elle porte sur l'état respiratoire du malade et elle porte sur l'état circulatoire du malade. Les 3 grandes fonctions. Les 3 grandes fonctions. Et ce sont ces 3 grandes fonctions qui vont déterminer l'urgence. Si ces 3 fonctions sont altérées en même temps, alors on voit bien que la gravité du patient est importante et que le pronostic vital est engagé très rapidement. Donc, ce que j'ai fait en Syrie, nous avons fait une formation qui est pratico-pratique, essentiellement basée sur des conduites à tenir en fonction de situation. Et donc, ils étaient en général 32 stagiaires, répartis par groupe de 8.
et il passait d'un atelier à l'autre toutes les 2 heures. Et il y avait des ateliers circulatoires, des ateliers respiratoires, ateliers au même temps conditionnement, ce qu'on appelle conditionnement, et il y avait aussi des ateliers qui étaient des cas cliniques propres et des ateliers de mise en situation sur des mannequins. Et il tournait comme ça, toutes les 2 heures, d'un atelier à l'autre atelier, pendant 3 jours, de 8 heures à 22 heures. Waouh. En tout cas, que ce soit en tant qu'étudiant qui apprennent ces gestes-là, que ce soit en tant que formateur ou que médecin volontaire, c'est une vie très dure que vous avez choisie, même si j'imagine pas à quel point ça doit être gratifiant. Qu'est-ce qui vous a poussé à justement choisir ce chemin-là, cette vie-là, à vous engager et risquer votre vie, parce que c'est vous le faites aussi en tant que médecin volontaire dans ces zones-là? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous engager ainsi? Alors, vous avez utilisé le terme de chemin. Tout cela est un chemin de vie qui fait que, justement, en 2016, il y a eu 5 éditeurs qui m'ont contacté pour écrire mon aventure, dirons-nous entre guillemets, en Syrie. Alors, j'ai dit non à chaque fois parce que je n'avais pas le temps, parce que ce n'était pas mon objectif, parce que, etc. Et puis, une des éditrices, chez Talendier, Nathalie Richer, a assisté à elle et elle ne me lâchait pas du tout. Elle voulait absolument que j'écrive mon engagement en Syrie et ce que j'y avais fait. Et en fait, j'ai fini par ne plus répondre à son appel, à ses injonctions, etc. Et donc, elle a utilisé Messenger en m'envoyant un message, mais que faut-il donc que je fasse pour que vous me répondiez? Et elle a mis 3 points de suspension, sniff. Alors, je l'ai rappelé et là, elle m'a convaincu en me disant, votre expérience peut aider d'autres à trouver leur chemin. Mais c'est vrai que ça a fait tilt chez moi, cela. Et donc, j'ai écrit ce livre. Et en écrivant, voilà que je me suis retrouvé devant cette situation-là. La question que vous me posez, c'était la question qui m'est venue à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais en Syrie? Qu'est-ce qui t'a amené à partir en Syrie? Et donc, voilà que le livre, qui était d'abord de raconter ce que je faisais en Syrie, est devenu une biographie. C'est-à-dire de me poser la question de savoir pourquoi j'étais et de repartir de très loin. Qui j'étais, d'où je venais, comment, etc. Et je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais un parcours de vie qui m'a amené à être en Syrie et que je ne pouvais pas être autrement qu'en Syrie à ce moment-là. Parce que j'avais été médecin militaire pendant toutes ces années, que j'avais participé à de nombreuses situations de crise de notre pays, que ce soit le Golfe, la ex-Yougoslavie, que ce soit l'Afrique, etc., que j'étais formé, que j'étais professeur de médecine d'urgence et de catastrophe, que j'avais formé, etc. Et par ailleurs, mes rencontres de vie avec des êtres d'exception, et puis aussi ma rencontre, je vais vous le dire très franchement, avec Dieu, fait qu'à un moment donné, quand vous avez des talents, quand vous avez des compétences, vous ne pouvez pas échapper au fait que ces compétences ne sont pas faites pour vous, mais ils sont essentiellement faits pour les autres. Et donc, quand vous avez des compétences, vous ne pouvez pas échapper au fait que vous devez les mettre au service des autres. Et donc, fort de tout ça, lorsque, en 2012, j'allais à l'hôpital dans mon service à Nancy, et vers 7h30 du matin, il y avait une émission sur France Culture et c'était un médecin franco-syrien qui était interviewé qui disait qu'en Syrie, les médecins étaient tués, les personnels soignants arrêtés, torturés, les hôpitaux étaient bombardés et devenaient des objectifs. Alors ça m'a interpellé que l'on puisse tuer des soignants parce qu'ils soignent. Et c'est contraire, bien entendu, aux conventions internationales qui protègent les soignants en situation de guerre. Donc, j'ai appelé une de mes amies à Paris en lui disant que j'avais été touché, même bouleversé par ce que j'entendais. C'était la première fois en situation de guerre que j'entendais que les hôpitaux étaient ciblés volontairement. Et donc, je lui ai dit que je voulais rejoindre cette ONG qui s'appelait l'USSM. Et alors, elle m'a dit, c'est très curieux que tu me demandes ça parce qu'ils viennent de sortir de mon bureau. Et donc, ce hasard extraordinaire, il venait réclamer, elle était vice-présidente de la région Île-de-France, et il venait lui demander une subvention de 50 000 € pour acheter des sacs d'urgence. Et donc, elle avait leur numéro de téléphone.
Alors, je les ai contactés et je suis parti en Syrie. C'était en fin septembre 2012. Et donc, le premier hôpital où j'y suis allé, au bout du 3e jour, dès que je suis arrivé d'ailleurs, j'étais déjà plongé dans la guerre. Ça a commencé à tirer, les blessés sont arrivés, etc. Je n'ai rencontré les autres médecins de cet hôpital dans lesquels je me suis trouvé qu'à 17h, lorsqu'on m'a appelé pour manger. Autrement, pendant tout le temps, dès l'instant où je suis arrivé, j'étais plongé à la prise en charge des blessés, etc. Et le 2e jour, dans la nuit plutôt du 2e au 3e jour, l'hôpital a été bombardé. Et j'en ai réchappé, ce qui n'a pas été le cas des infirmiers que nous avons, etc. Donc, nous avons évacué tout l'hôpital et je suis allé sur un autre hôpital dans le nord-ouest de la Syrie, où je suis rentré aussi de nouveau clandestinement. Et l'hôpital de la ville était déjà détruit. Et j'ai travaillé dans un hôpital clandestin, c'était une villa aménagée en hôpital. J'ai quitté cet hôpital le 6 octobre. Le 17 octobre, il était entièrement détruit par 2 bombardements. Et là, en même temps, en ayant travaillé avec eux dans cet hôpital clandestin, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas faire, les chirurgiens ne savaient pas opérer en chirurgie de guerre, les gens travaillaient tout le temps, tout le monde, voilà, donc ils ne savaient pas du tout protocoliser leurs soins. Tout ça a fait qu'en sortant, j'ai proposé donc de créer ces centres de formation. Et 4 centres de formation ont été créés et à ce jour, nous avons formé plus de 26 000 personnes, que ce soit secouristes, infirmiers, etc. Et médecins, bien évidemment, la chirurgie de guerre aussi, des sages-femmes aussi, parce que ce qui est terrible en Syrie, c'est que beaucoup de compétences ont fui le pays. Les hôpitaux sont systématiquement ciblés, le niveau technique dans les hôpitaux s'est dégradé d'une manière importante. Ce sont des étudiants qui remplacent souvent les spécialistes, les étudiants en médecine, les étudiants en chirurgie. Ce sont des jeunes étudiants qui remplacent les infirmiers, qui apprennent sur le tas. Il y avait des sages-femmes. Par manque de sages-femmes, ce sont d'autres femmes qui aident sans aucune connaissance de l'accouchement normal et du suivi d'une grossesse. Donc, il a fallu en permanence s'adapter et former les personnels pour leur donner le minimum de connaissances médicales dont ils pouvaient avoir besoin. Et puis, il y a eu aussi la période du chimique aussi. Il a fallu former les soignants à la prise en charge des blessés chimiques. Donc, à chaque fois, il a fallu s'adapter pour former le personnel qui puisse répondre justement à la situation qui leur était faite. Ce qui ressort de vos paroles, de votre parcours, en tout cas de manière très flagrante, c'est votre, votre dévotion à l'autre, qui est quand même remarquable, qu'on remarque tout de suite. Et vous parlez des compétences justement en médecine, puis pour vous, quand on les c'est pour les autres, c'est qu'on doit les utiliser pour les autres. Mais la médecine, c'est quand même un domaine qui est fait par définition pour l'autre, pour le soin. Mais quand on a des compétences différentes, par exemple, nous, on est étudiants en école de commerce, c'est pas de la médecine. Comment vous pensez que des compétences comme celle-là, qui sont quand même bien différentes de celles que vous avez, on pourrait les mettre au service des autres si on en a l'envie ou plutôt le courage comme vous? Et aussi dans un contexte actuel où, avec le Covid, on ne peut pas forcément être sur place, on ne peut pas aider. Si vous avez un conseil à donner à un étudiant de schéma qui veut s'engager. Écoutez, vous dites très juste, lorsque vous faites des études économiques ou de commerce, bien évidemment, vous avez 2 façons de penser les choses. Est-ce que vous voulez faire du commerce pour vous enrichir? Ou est-ce que vous voulez faire du commerce justement pour faire en sorte que ce commerce soit équitable, qu'il réponde à la fois aux besoins des autres? Est-ce que vous allez, par le commerce, éventuellement on parle de transport de marchandises, etc., est-ce que vous aurez au même temps conscience que transporter des marchandises qui viennent de très loin, c'est augmenter la charge en CO2, donc le réchauffement climatique? Est-ce que vous l'intégrerez éventuellement dans votre métier? Comment voilà, je veux dire que quelque part, il y va au même temps de où sont vos intérêts? Quelle conscience allez-vous développer en vous? Est-ce que c'est pour les autres ou est-ce que c'est pour vous? Est-ce que, bien évidemment, chacun de nous, de par ses compétences, comment dirais-je, s'épanouit
dans ce qu'il sait faire. Un pianiste, quand il joue, il s'épanouit en même temps, mais il fait profiter de sa musique les autres, bien évidemment. On n'imagine pas un pianiste enfermé chez lui jouant une sonate de Brahms ou de la musique que pour lui. C'est pas possible d'imaginer ça. Enfin, je pense pas que ça puisse exister, que quelqu'un puisse ne faire de la musique que pour soi. Car le plaisir aussi, c'est de le partager avec les autres. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à donner, vraiment beaucoup, et on reçoit énormément en donnant, plus qu'on ne peut imaginer. Dans cette relation à l'autre, regardez aujourd'hui avec le Covid, avec la distanciation, avec la difficulté, regardez un peu la souffrance des étudiants dans la solitude qui est la leur maintenant, parce qu'ils ne vont pas en faculté, parce qu'ils ne rencontrent pas les autres. Nous sommes des êtres de rencontre, nous sommes des êtres de communication. Et c'est cette prise de conscience qui est vraiment importante. Les autres sont importants pour nous. Et cela depuis notre naissance. Quand un bébé naît, il est immature sur le plan cérébral. Ce qui va permettre le développement de son cerveau, c'est le rapport avec les autres. Et dès le départ. Et donc, nous sommes essentiellement des individus, des animaux de communication. Et nous avons besoin des autres d'une manière importante. Je le pense d'une manière très forte. Et non seulement je le pense, mais je le vis comme ça. Personne ne peut être heureux seul. Nous avons toujours besoin des autres. Et donc, comme étudiant, votre engagement au niveau de votre faculté, et l'engagement peut être de différentes façons, les engagements sont multiples, ils sont en fonction des compétences de chacun. On ne peut pas demander à tout le monde de faire ce que je fais, et c'est normal. Mais chacun reçoit des compétences, et ces compétences, il doit les développer pour les mettre au profit des autres. C'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, vous avez beaucoup à faire en tant qu'étudiant pour aider vos camarades qui sont en difficulté. Moi, j'avais une question. C'est que vous êtes quand même en Syrie, là où il y a différents camps qui s'affrontent. Mais est-ce que finalement, il y a vraiment une distinction qui se fait au sein de l'hôpital entre les soignants, entre les blessés qui proviennent de différents camps, si c'est des civils, si c'est des militaires? Non, aucune distinction. Vous avez déjà eu affaire par exemple, à devoir soigner un terroriste? Alors, dans la situation qui est là, je sais que je me suis retrouvé dans cette situation-là en Irak, pendant la première guerre du Golfe, si vous voulez, où nous avons reçu, la question qui se posait était de dire, si nous avions des blessés français ou des blessés alliés et que nous recevions au même temps des blessés irakiens de Saddam Hussein, Oui. Qu'est-ce que nous allions faire? Est-ce qu'on les soignait ou est-ce qu'on ne les soignait pas? Bien, il était clair que nous allions les soigner, bien évidemment, mais à urgence égale. S'il y avait un Irakien qui était dans une situation d'urgence extrême et que le Français ne l'était pas, c'est l'Irakien qui passait avant, bien évidemment. Si c'était le Français qui était en situation d'urgence extrême, c'est le Français qui passait devant. On n'allait pas sacrifier à la fois nos compatriotes vis-à-vis des Irakiens pour montrer, non, bien évidemment, à chacun de donner sa part en fonction des moyens dont on dispose pour pouvoir le soigner, bien évidemment. Et à propos d'engagement, vous avez rendu votre insigne de la Légion d'honneur, et ainsi que en 2017, je crois. Vous pourriez nous expliquer pourquoi? Oui, alors pour être plus clair, j'étais déjà chevalier de la Légion d'honneur par l'action militaire qui était la mienne dans les différentes situations que j'avais vécues en Afrique, comme je l'ai expliqué en Yougoslavie et ailleurs. Mais en 2017, le président Macron m'a promu au grade d'officier de la Légion d'honneur, le grade supérieur, que j'ai accepté. D'ailleurs, j'étais d'ailleurs pro-Macron avant les élections et juste après les élections, parce que je pensais véritablement qu'il renouvelait complètement la politique, ni droite ni gauche. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. L'important en politique, c'est le bien collectif.
Le bien collectif, ça veut dire qu'à un moment donné, la solution, d'où qu'elle vienne de droite ou qu'elle vienne de gauche, la solution elle est bonne si justement elle s'applique à vouloir le bien collectif. Et donc, peu importe l'idéologie, on peut être effectivement de gauche, mais on peut être sur des projets, on peut être ensemble sur des projets, parce que ce qui compte, c'est le bien collectif. Et il peut y avoir des coalitions de projets. Le président Macron venant et disant ni droite ni gauche, on était dans cette situation-là. Par ailleurs, pour ce qui concerne les migrants, il avait eu un discours très humaniste. Il disait la France prendra sa part dans la dignité et dans l'honneur. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. À Metz en particulier, où je suis conseiller municipal, j'avais alors en charge les urgences sanitaires et sociales. Et donc, je m'occupais des migrants. Et à Metz, il y en a entre 5 000 et 7 000 qui arrivent tous les ans dans la ville de Metz. Et l'État n'assurait pas ses devoirs vis-à-vis de ces demandeurs d'asile. Et ils étaient plus d'1 millier à être dans la rue, dans un parking, qui était un véritable bidonville, dans une promiscuité extrême, pas assez d'eau, pas assez de toilettes. Il y avait une violence au même temps, interethnique, bien évidemment. Les femmes étaient quelquefois violées parce qu'il y avait des hommes seuls, etc. Et donc, il y avait vraiment une situation qui était inacceptable. Or, ils étaient chez nous. Nous avons un devoir d'hospitalité. Moi, je comprends très bien qu'on puisse mettre en place une politique de migration, c'est-à-dire de dire on prend un certain nombre de personnes. Les autres, on ne peut pas les prendre. Mais dès lors qu'ils sont chez nous, qu'ils sont rentrés dans notre pays, qu'ils sont dans nos villes, dans nos territoires, nous avons un devoir d'hospitalité. Et nous avons le devoir de les traiter dans la dignité. C'est ce que j'espérais avec Emmanuel Macron. Et en décembre, ce n'est pas ce qui s'est passé. Avec Collomb, qui était le ministre de l'Intérieur à cette époque, il a commencé par décréter qu'il y aurait le délit justement de solidarité. C'est-à-dire qu'un Français qui aide un migrant se voit, en vérité, il devient complice du migrant pour le faire entrer dans notre pays. Et donc, de ce fait, il est condamnable et judiciable. Et c'est ce que vous vous rappelez peut-être, Héroux, par exemple, dans le sud, à Nice, etc., qui ont été poursuivis en justice pour ça. Et donc, il y avait même un arrêté Collomb qui était justement une loi même, qui était justement ce délit de solidarité. On criminalisait la solidarité. Et heureusement, le Conseil constitutionnel a cassé cela. Mais il a fallu attendre le gouvernement Macron pour voir apparaître cela, le délit de solidarité. Aider quelqu'un en difficulté, c'est éventuellement, parce qu'il est étranger, c'est éventuellement se retrouver devant la justice. C'est inacceptable. C'est véritablement inacceptable. Et selon vous, quelle réforme majeure devrait prendre le gouvernement pour finalement accueillir décemment tous ces réfugiés de guerre? Il faut se donner les moyens de le faire. Notre pays est assez riche pour le faire. Il faut que nous ayons la possibilité de le faire. Que le gouvernement ait sa politique migratoire, c'est-à-dire qu'il empêche les gens de rentrer, ceux qui n'ont pas le droit. Il est à lui d'établir quelle est sa politique migratoire. Mais quand la personne est en France, elle est chez nous, alors nous avons un devoir d'hospitalité dans la dignité. Et nous ne pouvons pas laisser des femmes, des enfants dans la rue et être dans la rue et ne pas pouvoir se laver, ne pas pouvoir manger correctement, ne pas pouvoir dormir à l'abri, etc. Ça, c'est inacceptable. Nous avons ce devoir. Ce devoir se porte non seulement, bien évidemment, vers les demandeurs d'asile, vers les migrants, il se porte aussi vers tous les SDF de notre pays. Et là, maintenant, dans la période que nous vivons, le nombre de gens en situation de précarité, le nombre de SDF augmente et va continuer à augmenter. Il y a un devoir de solidarité vraiment très, très important vis-à-vis de toutes les personnes qui vont être en grande précarité. Vraiment. C'est pas tellement un appel au gouvernement, c'est aussi un appel aux civils que vous nous faites ici. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment.
Il est vraiment très important que nous soyons attentifs à ce qui va se passer dans les mois qui vont venir, parce que le nombre de chômeurs va augmenter, le nombre de personnes en situation de grande précarité va augmenter, et il est important que nous soyons solidaires les uns des autres. Et il n'y a pas de différence à faire entre l'étranger et le français, dès lors qu'ils sont en situation de misère et de précarité. On ne peut pas opposer les précarités, on ne peut pas les opposer. Les gens en souffrance, on ne peut pas opposer ceux qui souffrent avec ceux qui souffrent moins de ceux qui souffrent plus. C'est de la souffrance. Et nous avons un devoir de solidarité. Ce devoir de solidarité, devoir d'hospitalité que vous mentionnez et qui est pour vous un absolu à avoir, vous le conditionnez par une politique de migration qui déterminerait le nombre d'entrées de migrants en France. Bien sûr. C'est au gouvernement à l'établir. Nous avons un Parlement. C'est au Parlement de décider de quelle politique migratoire nous voulons pour la France, comment nous voulons la mettre en application, etc. C'est au gouvernement de faire ça, bien évidemment. Et alors, que faites-vous des immigrés clandestins qui ne sont que... Ce qui pose un véritable problème, les migrants qui sont en situation de clandestinité dans notre pays depuis 5, 6 ou 7 ans, il faut les régulariser dès lors qu'ils ont du travail, dès lors que les enfants sont scolarisés. Un pays qui arrive à admettre que des gens puissent vivre en situation irrégulière sur notre territoire, qui travaillent au black, et donc qui sont quelque part spoliés, enfin en tout cas utilisés, et qui font fonctionner en même temps notre économie d'une certaine manière. Nous avons un devoir de les régulariser. Le gouvernement doit être clair avec ça. Il ne peut pas tolérer que des gens puissent vivre en situation irrégulière dans notre pays et vivre pratiquement normalement. Vous savez qu'il y a des gens qui payent même leurs impôts alors qu'ils sont en situation irrégulière. Ils ont leur appartement, les enfants sont scolarisés et pourtant ils sont en situation irrégulière. Et donc, il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ça. Lorsque vous êtes en France, est-ce que vous parvenez à vous engager, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes sur le territoire français pour défendre la situation des réfugiés syriens? Par exemple, vous intervenez ici auprès de nous dans les écoles. Est-ce que, je ne sais pas, vous intervenez auprès des députés, auprès du gouvernement? Comment vous arrivez un peu à défendre la situation des Syriens sur le territoire français? Alors, d'une manière générale, je ne dirais pas des Syriens, mais je dirais tout simplement des migrants, des demandeurs d'asile. Alors, il y a un engagement pour moi qui est un engagement politique auquel vous ne pouvez pas échapper à un moment donné. Et je suis membre du conseil d'administration de Envita, l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Cette association nationale défend l'idée justement de territoires accueillants. C'est-à-dire aujourd'hui, l'accueil est une compétence exclusive de l'État. Les territoires n'ont pas leur mot à dire. L'État décide de vous mettre tel ou tel endroit, des migrants, de les faire venir à tel endroit, etc., de le déplacer, sans tenir compte des territoires. Or, cela impacte forcément les territoires. Une ville, bien évidemment. Sur la Lorraine, il n'y a qu'à Metz où les gens peuvent faire leur demande d'asile. Ce qui concentre les 5 000 à 7 000 personnes sur la ville de Metz. On peut se demander pourquoi il n'y a pas plusieurs guichets. Pourquoi on ne mettrait pas un guichet à Nancy, par exemple? Pourquoi on ne mettrait pas un autre guichet à Forbach, par exemple, dans une autre ville, de manière à ce que nous n'ayons pas, nous, à Metz, à supporter 5 000 à 7 000 personnes qui viendraient ici. Et donc, les territoires, les villes ont leur mot à dire. Et donc, il y a eu cette démarche, environ une quinzaine de maires, dans le cadre d'Envita, qui ont demandé à l'État de nous rendre partie prenante de l'organisation de l'accueil. Mais partie prenante de l'organisation de l'accueil, ça veut dire en même temps que l'État donne des moyens financiers pour le faire. Nous avons à la fois des bâtiments qui sont vides, que nous pouvons utiliser, et c'est ce qui a été fait à Metz. À Metz, il y avait un lycée qui n'était pas utilisé et dans lequel, justement, nous avons mis à disposition de l'État ce lycée qui est devenu un centre d'accueil et d'orientation pour les demandeurs d'asile. De ce fait, maintenant, depuis 3 ans, nous n'avons plus personne qui est dans la rue.
à Metz? La majorité passe par là. Et là, ça permet d'avoir un centre d'accueil où les gens peuvent se chauffer, manger, se laver, etc. Et l'État, à partir de là, peut les prendre en charge. Donc, je me bats au niveau national pour cela. Il y a un engagement politique aussi auprès de la ville de Metz, puisque je suis maintenant encore conseiller municipal de la ville de Metz. Et pour moi, le plus important, c'est justement l'aspect social. Je suis membre de la Ligue des droits de l'homme en même temps, et je suis membre d'une association qui s'appelle Solidarité Moselle Migrants à Metz, qui s'occupe éventuellement de loger en urgence les gens, qui s'occupe de leur trouver du travail, qui s'occupe de les accompagner sur le plan administratif. Voilà, mon engagement n'est pas simplement à l'étranger, mon engagement est ici aussi, et c'est aussi envers les SDF, bien évidemment, comment les aider à sortir de la rue, comment les accompagner, comment les aider, etc., à sortir de la rue. Ce centre d'accueil de la ville de Metz, qui est donc un bel exemple de résultats qu'on peut tirer d'un engagement politique comme le vôtre, on peut se demander, donc, c'est vos actions au niveau vos actions politiques, votre lutte, comme vous l'avez appelé, pour des changements, pour cet aspect humain qu'on doit lutter pour maintenir, pour garder. Il s'est également traduit par votre position en tant que réserviste dans les hôpitaux du Grand Est dans cette période de Covid-19. Et donc, après avoir vécu, encore une fois, cette lutte, mais cette fois-ci contre la pandémie, comment jugez-vous la manière dont le système français, le système de santé français a géré la crise? Comment jugez-vous finalement cette gestion par l'État d'une crise, qu'elle soit... Donc cette fois-ci, c'est plus la crise des migrants, c'est la crise du Covid. Écoutez, je pense que je suis assez critique, bien évidemment, depuis le début de la première vague. Assez critique sur la manière, mais ce que je vais dire, c'est quelque chose que tout le monde sait, la manière dont il a géré à la fois les masques, la manière dont il a géré le confinement, la manière dont il a géré, etc. Il y a un défaut de communication qui a été vraiment très, très important du gouvernement. Et même maintenant encore, vis-à-vis de la vaccination. Pourquoi le gouvernement ne dit pas qu'il y a pénurie de vaccins? Il y a pénurie de vaccins. Le vaccin, aujourd'hui, apparaît, bien sûr, en tant que médecin, je ne vais pas dire que ce vaccin paraît sûr à 100%. Nous n'avons pas suffisamment de recul et nous n'avons pas suffisamment de recul à long terme. Nous avons sur un court terme, il semble a priori qu'il y ait une grande sécurité. La preuve, c'est que je me suis fait vacciner. D'accord. Donc, sur le court terme, ce vaccin paraît sûr. Sur le long terme, on ne sait pas encore. Nous n'avons pas suffisamment de recul pour le savoir. Nous ne savons pas du tout ce qui peut se passer sur le long terme. Pas du tout. Et puis, il y a d'autres choses, d'autres biais. Mais la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons a fait que ce vaccin a obtenu une autorisation d'utilisation du fait de l'urgence. Si nous n'avions pas été en situation d'urgence, ce vaccin n'aurait pas été utilisé. On aurait attendu l'ensemble des travaux, des essais cliniques, avant de décider de son utilisation. En particulier, pour vous dire quelque chose, il y a sur les 44 000 personnes qui ont été la base de l'étude pour Pfizer, 44 000 personnes à peu près dans 4 pays ont été vaccinées pendant la phase d'essai de niveau 3. Parmi ces patients, il n'y a que 4% de patients âgés de plus de 70 ans. 4%. Or, le vaccin est normalement fait pour eux. Mais ce ne sont pas eux qui ont été les plus vaccinés pendant cette phase d'essai. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ce vaccin sera efficace chez les personnes âgées? Or, voilà que les personnes âgées sont devenues prioritaires. Bon, alors oui, bien entendu. Donc, les études sont incomplètes. Mais compte tenu de la situation, et dans la mesure où il était à court terme sûr, ce vaccin, assurer une certaine sécurité, il a été autorisé de l'utiliser. Pour que nous puissions
nous sortir de cette affaire du Covid, il faut que 60% de la population soit vaccinée. 60% de la population, toute la population soit vaccinée, 60%. Or, aujourd'hui, on n'est qu'à 1 million et il y a 67 millions de Français. Donc, on voit très bien qu'il y a une situation de pénurie. Nous devrions pouvoir vacciner très, 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 très vite pour sortir de ce marasme dans lequel nous sommes. Nous devrions le faire. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes en situation de pénurie. Et le gouvernement devrait le dire, franchement. C'est donc son manque de communication que vous reprochez? Absolument. C'est compliqué pour lui. La situation est compliquée à plus d'un titre. Elle l'est aussi bien sur la santé que sur le plan économique de notre pays qui va s'effondrer, bien évidemment sur le plan économique. Il y a une situation qui est extrêmement grave, mais au même temps, il n'est pas capable de communiquer correctement. Et le président de la République a beau dire qu'il y a beaucoup de procureurs en France. Mais si le discours du gouvernement était clair, transparent, alors peut-être qu'il y aurait moins de procureurs. D'après ce que vous dites, la gestion de la crise sanitaire, elle est critiquable en France. On n'ose même pas imaginer ce que c'est en Syrie. Comment la situation elle est gérée sur place? Est-ce que la vaccination elle est même envisagée? La situation est extrêmement terrible. On est dans une situation de catastrophe humanitaire à peine imaginable. En Syrie, vous avez dans la zone de Idlib, en particulier, le dernier bastion qui est encore tenu par les rebelles, c'est une population d'environ 4 200 000 personnes et vous avez 2,8 millions de réfugiés qui vivent sous tente dans des grandes situations de précarité. Vous n'avez qu'un seul corridor humanitaire. La pression des Russes a été très importante. Au départ, il y avait 2 corridors humanitaires. Depuis le mois de juillet, il n'y en a plus qu'un seul. Les Russes ont donné leur veto à l'ouverture d'un 2e corridor humanitaire comme cela a préexisté. Et donc, il y a une pression très, très forte. Les bombardements sont moins importants, mais la situation économique est extrêmement grave et la situation nutritionnelle pour cette population est difficile. De ce fait, il y a une inflation qui est très forte pour l'ensemble de la Syrie, qui suit tout simplement ce qui se passe au Liban. L'effondrement économique du Liban a une répercussion sur la Syrie. Aujourd'hui, la livre syrienne s'échange $1 pour 8 000 à 9 000 livres syriennes. $1 pour 8 000 à 9 000. En 2012, ça s'est changé entre 1 et 500 livres syriennes, et même 250 livres syriennes. En 10 ans, regardez un peu ce qui s'est passé. On est passé de 1 pour 250 livres syriennes, $1 pour 250, on est passé à $1 pour 8 000, voire 9 000 livres syriennes. De ce fait, les gens qui ont des livres syriens ne peuvent rien acheter parce que tout s'achète à l'extérieur et tout s'achète en dollars. Et donc, tout est cher. Impossible de se chauffer, bien évidemment, les gens sont sous tente. Difficulté pour se chauffer, difficulté pour s'habiller, difficulté pour se soigner, etc. Dans la zone de Idlib, il ne reste plus qu'une centaine de médecins. Les structures sanitaires ont été, pour la majorité d'entre elles, bombardées. Il y a très peu de lits de réanimation. Lors de la première vague, le Covid n'était pas très important. Mais là, maintenant, il est vraiment très important et contamine d'une manière forte. De ce fait, on manque d'oxygène. Comme il était impossible de confiner les gens, notre ONG a créé des centres d'isolement des malades, plutôt que de confiner la population, puisque c'est impossible de confiner des gens qui ont besoin de sortir pour aller aux toilettes quand ils sont sous tente, qui ont besoin d'aller chercher de l'eau, etc. Impossible de confiner. Du même coup, nous avons créé. Sur les 13 centres, où il y a 35 lits, tout est plein. Aujourd'hui, tout est plein. 3 médecins sont déjà morts. Bien évidemment, si l'OMS ne donne pas les vaccins, alors il sera impossible, pour l'instant, ils ne sont pas vaccinés, bien sûr, et le seront-ils un jour, ce qui n'est pas sûr non plus. C'est donc c'est la superposition terrible de l'hiver. Absolument, l'hiver, la dénutrition de la population en particulier, le froid dans lequel il se trouve, l'effondrement du système sanitaire tel qu'il est maintenant,
Vraiment, ils sont dans un piège et c'est une véritable catastrophe humanitaire de très grande ampleur, très, très grande ampleur. Vous compariez ça avec un camp de concentration, il me semble. Mais ils le sont. Ils le sont. Ils sont enfermés au nord par les Turcs ont construit un mur de 4 mètres de haut qui isole complètement la Syrie de la Turquie. Et au sud, ils sont encerclés par les forces du régime de Assad et les Russes. Et donc, ils sont dans un camp de concentration. Et le dernier couloir humanitaire donc, que vous mentionnez, le seul restant, est-ce qu'il est menacé aussi de disparaître? Ouais. Bien sûr, il le sera. Je pense que les Russes et le régime de Assad considèrent qu'ils ont gagné la guerre et donc l'aide humanitaire qui traverse l'aide humanitaire internationale, qui traverse directement la frontière turque pour aller approvisionner les rebelles, le régime de Assad considère que c'est une atteinte à son pays, dans la mesure où ça ne passe pas par lui. Et donc, pour le régime syrien et pour les Russes en particulier, toute l'aide humanitaire internationale doit passer par Damas. Mais il est clair que Damas ne donnera jamais une part de cette aide à cette région qui est tenue par les rebelles. Quand on a en tête une catastrophe humanitaire comme celle que vous décrivez à présent, et qu'on voit, on observe le lexique militaire, le lexique de guerre régulièrement utilisé pour parler de la pandémie, comme la première ligne dont parlent les médias, les réservistes, ou même la fameuse déclaration « Nous sommes en guerre » de mars dernier par Macron. Que pensez-vous justement de cette comparaison, de cet amalgame entre guerre, conflit militaire et guerre contre le Covid, faite par les politiques et par les médias? Oui, ça permet du même coup, en parlant de guerre, on parle du même coup, on évolue vers l'urgence, on évolue vers l'urgence sanitaire, et l'urgence sanitaire, ça permet en même temps au gouvernement de gouverner par décret. Il n'est pas obligé de passer par le Parlement, et du même coup, il peut comme ça assigner à domicile les personnes comme il le désire. C'est ce qui se passe pour nous tous maintenant à partir de 18 heures, où nous sommes consignés chez nous. C'est l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement peut prendre toutes les dispositions. Le fait d'avoir un discours volontariste, militaire, de guerre, etc., permet au gouvernement ces prises de décision et les Français ne peuvent que se taire, et y compris les partis politiques. Le gouvernement prend toutes les décisions qu'il juge nécessaires face à une situation de guerre. Ça conforte un autoritarisme très clair du gouvernement. Ça le conforte dans la mesure où il prend les décisions nécessaires pour sauvegarder le pays. Le président de la République intervient très souvent à la télévision pour expliquer aux Français la situation dans laquelle nous sommes et les décisions qu'il prend. Tout ça est un discours politique qui permet justement tout ça, nous permet tout ça. Je ne pense pas que les Français, les autres pays n'ont pas pris d'état d'urgence. Il n'existe pas en Allemagne, etc. Le gouvernement allemand prend les décisions qui sont nécessaires, les Länder prennent les décisions qui sont nécessaires et les prend en accord avec les parlementaires, avec les décisions, en disant voilà, ce qui veut dire qu'il y a une explication, on donne des explications et on peut. Ici, c'est le gouvernement qui décide. Voilà. Vous parlez d'autoritarisme, c'est donc, vous pensez que c'est une politique calculée et donc qui permet au gouvernement d'un autoritarisme sans en dire le nom? Oui, c'est ça, bien évidemment. Bien évidemment. Je pense qu'on peut en discuter au niveau du Parlement. Nos parlementaires sont là pour nous représenter. Toutes les décisions auraient pu être prises en accord avec les parlementaires parce que c'est le bien public qui est important. Or, le gouvernement, maintenant, décide par lui-même, comme si c'était la guerre, véritablement. Et merci à vous de nous avertir là-dessus. C'est sur cette note qu'on va peut-être passer à plus décontracté. Merci. Merci à vous en tout cas Merci à vous pour les leçons qu'on va tirer, qu'on tire de cette interview. On va passer directement au Fast and Curious. Mess. Cascada. Agir. La France. Prévenir. S'engager dans l'enseignement.
Syrie aujourd'hui, mais le Liban aussi. Vraiment, deux situations extrêmement difficiles. J'y suis allé il y a quelques semaines. Solidarité, mais ça oblige en même temps la solidarité à être des témoins. Et tout ce qui est injustice doit pouvoir en même temps nous mettre dans une situation d'indignation, de colère d'indignation. Homme de l'action. Oh, repos mérité. Oui. Oh. Alors ça dépend. Café quand je suis en plein travail et j'en ai besoin pour tenir le coup, thé pour me détendre.